Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Jeudi 22 avril 2021. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce rendez-vous du journal. Au micro, vous êtes avec Bob Rugurika. Les titres de ce journal. Le personnel de l'usine Pona Pharmaceutical, totalement innocent dans le trafic de stupéfiants dans lequel sont impliqués les deux principaux dirigeants actuellement en prison. Les stupéfiants auraient été fabriqués par un personnel fantôme qui prestait pendant la nuit en dehors des aires de service officiels. Un citoyen de la commune Lusaka en province Mwaro, Salvatore Budigoma, est porté disparu depuis bientôt 2 semaines. Il avait été arrêté à son domicile par des policiers en compagnie du responsable du service national de renseignement à Mwaro, M. Gérard Ndeisenga. Le trafic humain est loin d'être arrêté au Burundi. Déclaration de Pacifique Nina, président du Forum pour la conscience et le développement FOCODE en sigle, après les contradictions entre le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et d'autres institutions du pays. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Ouvrons ce journal par la rubrique Droits de l'homme. Imbonerakure a été attrapé en flagrant délit en train de violer une fillette de 9 ans au chef-lieu de la province Cibitoke. La question divise les partisans du parti CNDD-FDD. Certains protègent le présumé auteur du viol alors que d'autres réclament justice. Les détails dans ce reportage de Jean-Marie Rukundo. C'était ce mercredi vers 12 heures lorsqu'un jeune de 17 ans a été attrapé en train de violer une fillette de 9 ans dans une salle de bain au quartier Rusiga de la commune Rugombo. Le présumé auteur du viol a 17 ans et la victime 9 ans. La rédaction de la RPA ne connaît pas encore le vrai nom du présumé auteur du viol, mais dans cette localité de Rusiga, il est communément connu sous le sobriquet d'Omnenenhoudri. Le jeune partisan du CNDD-FDD est actuellement dans les mains de la police judiciaire. Mais le problème, c'est que même les parents de la fillette sont des membres du CNDD-FDD. Une partie des membres du parti au pouvoir sont en train de tout faire pour que cette Imbonerakure soit libérée. Une autre partie, en revanche, demande que justice soit faite. Ce jeudi, les autorités locales et les parents de la fillette l'ont conduite dans une structure de santé pour une éventuelle prise en charge médicale. D'autres informations en provenance du quartier Rusiga indiquent que ce n'était pas pour la première fois que cette Imbonerakure violait cette fillette de 9 ans. Il lui donnait un billet de 100 francs à chaque fois comme récompense, précisent les informations. Droits de l'homme toujours. Les membres de la famille de Salvatore Budigoma, membres du parti CNL en commune Lusaka de la province Mwaro, demandent d'être informés sur le lieu de détention de ce dernier. Depuis son arrestation par le service national de renseignement à Mwaro, le responsable du SNR, M. Gérard Ndeisenga, commandait les polices il y a de cela plus de 2 semaines. Personne n'a jusqu'à présent aucune nouvelle de lui. Le point avec notre collègue Ersi Mugisha. En date du 6 avril 2021, le lendemain de l'attaque perpétrée au domicile du président du parti CNDD-FDD en province de Mwaro, la police s'est introduite au domicile de Salvatore Budigoma, secrétaire du parti CNL en commune Lusaka, pour l'arrêter. Selon ses proches, Budigoma n'était pas à son domicile. L'officier de police judiciaire qui dirigeait cette opération y a laissé une convocation. Vers 10 heures du même jour, Budigoma s'est rendu lui-même à la police judiciaire. Dès son arrivée, il a été mis au cachot de la police. Selon ses proches, Salvatore Budigoma a été ensuite embarqué dans un véhicule du service national de renseignement à Mwaro vers une destination jusqu'ici inconnue, comme l'indique un de ses proches. Les policiers ont laissé une convocation à son domicile et ils ont indiqué à son épouse de lui dire d'aller se présenter à la police. Puisqu'il ne s'accusait de rien, il s'est présenté lui-même à la police vers 10 heures et ils l'ont arrêté. Aux environs de 13 heures, il a été embarqué dans un véhicule du service de renseignement à Mwaro. Depuis ce jour, on n'a aucune trace de lui.
Les proches de Salvatore Budigoma indiquent qu'ils ont cherché le leur dans différents cachots de cette province, mais sans succès. D'après certaines informations, il serait transféré dans les cachots du service national de renseignement à Bujumbura. Ses proches indiquent qu'ils ont tout fait pour le retrouver, mais sans y parvenir. Ils craignent pour sa sécurité, d'autant plus qu'il était sous les menaces du secrétaire du parti au pouvoir en province Mwaro, Athanase Mhawenayo. Avant son arrestation le 6 avril, il avait subi des menaces de certains militants du parti au pouvoir, dont Athanase Mhawenayo, le secrétaire du CNDD-FDD. Il a dû quitter l'endroit et il est revenu après quelques jours. Ils sont venus le chercher après l'attaque qui a été perpétrée au domicile d'Athanase Mhawenayo. C'est ainsi qu'il a été embarqué dans un véhicule du service de renseignement à Mwaro vers une destination jusqu'ici inconnue. La famille de Salvatore Budigoma plaide pour la libération de ce dernier car il n'a commis aucune infraction. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Gérard Ndaïsenga, responsable du service national de renseignement à Mwaro, mais sans y parvenir. 3 habitants de la commune Mugamba, province Bururi, ont été arrêtés par la police depuis ce mardi. Les habitants de la commune Mugamba dénoncent le comportement irresponsable des policiers affectés dans leur commune. Ils disent être persécutés alors que les policiers devraient les protéger. Le point avec Eric Nyonzima. Les premières arrestations ont été faites mardi dernier. Des jeunes hommes ont été appréhendés alors qu'ils étanchaient la soif dans un bar du centre Nyagasasa de la commune Mugamba appartenant à une certaine région. Les sources de la RPA révèlent que des policiers qui seraient de la documentation burundaise sont entrés dans le bar et ont arrêté tous ceux qui y étaient. Après, ces agents de force de l'ordre ont pris les 2 jeunes hommes et sont partis avec eux. Ils leur ont accusé qu'ils étaient en train de préparer des vols à commettre dans cette localité. Cette source de la RPA révèle que parmi ces 2 jeunes arrêtés, l'un a été torturé et l'autre acheminé vers un lieu qui n'est toujours pas connu. L'un est un motard connu sous le nom de Bob, l'autre s'appelle Emenya Mukiza. Ils ont été acheminés à la brigade de Mugamba. Les proches qui se sont rendus à la brigade le lendemain matin ont constaté que les 2 jeunes hommes avaient été torturés. Aimé était toujours menotté et le motard Bob avait été transféré vers un lieu inconnu. Mais certaines informations disent que Bob aurait été acheminé au cachot de la documentation. Les arrestations ont poursuivi en commune Mugamba ce mercredi. Un vendeur d'ovages a été arrêté par la police. Les habitants de Mugamba ignorent aussi son lieu de détention. Les arrestations ont continué. Un autre individu connu sous le nom d'Alfred Savimana, qui est vendeur d'ovages, a été arrêté au marché de Tora et on ne connaît pas son lieu de détention. De telles arrestations sont devenues monnaie courante ici à Mugamba depuis l'affectation d'un nouveau chef de poste connu sous le nom de Nyiganyega. Des personnes sont souvent arrêtées arbitrairement et torturées. Les habitants de Nyagasasa demandent que ces arrestations et ces tortures souvent infligées aux personnes arrêtées par la police cessent dans les communes de Mugamba. La RPA a tenté de joindre en vain Thierry Moulikiye, le porte-parole du ministère de la Sécurité. Parlons droits de l'homme toujours au chapitre justice. Les détenus bénéficiaires de la récente grâce présidentielle vont être libérés les 26 et 27 de ce mois courant. Ceci transparaît dans le communiqué du ministère de la Justice de ce 21 avril 2021 qui donne le calendrier du déroulement de cette libération des détenus graciés. Toutefois, même si la ministre Janine Nibizi a indiqué dans ce communiqué que les détenus seront relâchés après avoir reçu une formation patriotique, laquelle devrait commencer ce 22 avril, excepté la prison centrale de Mbimba, où la RPA a pu savoir que les détenus ont bénéficié de cette formation. Dans les prisons de Gitega et Muramvya, cette formation n'a pas eu lieu. Même les détenus graciés n'ont pas été annoncés. Ce qui démontre, selon plusieurs observateurs, que jusqu'à présent, cette activité de libération de ces détenus n'est pas bien coordonnée. Une activité censée être clôturée depuis plus d'1 mois. Pour rappel, le décret présidentiel annonçant cette grâce date du 5 mars, un décret qui devrait avoir été mis en exécution le jour de sa signature. Plus de 5000 détenus sont concernés par cette grâce présidentielle. Dernier dossier de la page droits de l'homme de ce journal. Le combat contre le trafic humain est loin d'aboutir au Burundi suite à l'implication de hautes autorités du pays.
Analyse faite par le président du FOCODE, une des organisations burundaises de la société civile qui a fait des enquêtes sur ce dossier. Selon Pacifique Nininahazué, président du FOCODE, ce sont les mêmes autorités impliquées qui bloquent toute initiative visant à réglementer le circuit des Burundaises qui partent à la recherche du travail vers les pays du Golfe. Suivez Pacifique Nininahazué. S'agissant du réseau qui organise ce trafic et surtout des raisons qui font que malgré l'interdiction, les mesures d'interdiction qui ont souvent été prises par les autorités burundaises, pourquoi ce trafic a continué. Et le trafic a continué d'abord parce que les femmes sont décidées à partir parce qu'elles n'ont pas de travail au Burundi, mais ensuite et surtout parce que de hautes autorités du Burundi ont de l'intérêt, ont de gros intérêts dans ce trafic. Alors là, vous comprenez l'importance de ce trafic pour les hautes autorités du pays qui ne vont pas se précipiter pour arrêter ou pour formaliser ce travail dans les pays arabes. C'est pourquoi, même si depuis plusieurs années, il y a des autorités qui interdisent le trafic, ou bien il y a des promesses d'un accord entre le Burundi et les pays d'accueil, des promesses de formalisation, cela ne se réalise pas, parce que l'accord et la formalisation va empêcher à ces autorités de recevoir les 20 milliards qu'ils perçoivent chaque année sur ce trafic. Voilà la raison principale qui empêche aujourd'hui qu'il y ait une protection des Burundaises qui vont travailler dans les pays du Golfe. Le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni est cité parmi les autorités du Burundi impliquées dans ce trafic. Dernièrement, il a nié devant le Parlement l'existence de ce crime au Burundi, contrairement aux déclarations de différentes autres institutions du pays, dont le ministère de la Sécurité publique et du Développement communal, un ministère dirigé par le même Alain Guillaume Bunyoni, à l'époque où le Burundi a reçu une somme conséquente destinée à lutter contre ce crime international. Une courte pause et nous entamons la page gouvernance de ce journal. RPA. L'homme d'affaires Prosper Hakizimana alias Gisiga ainsi que certaines autorités burundaises ont introduit le trafic de stupéfiants dans les activités de l'usine Pona Pharmaceuticals. D'après des sources proches du dossier, le personnel de l'usine ne serait même pas au courant de cette mafia. Un personnel non officiel fabriquerait ces stupéfiants pendant la nuit et en dehors des heures de service officielles. Le point avec Clarisse Irakoze. D'après des sources proches de l'usine Pona Pharmaceuticals, l'initiateur du projet de nationalité kenyane était venu au Burundi avec l'idée précise de créer une usine pharmaceutique. C'est au cours des premières démarches administratives qu'il a rencontré l'homme d'affaires burundais Prosper Hakizimana, surnommé Gisiga. Ce dernier aurait signifié à l'initiateur de Pona Pharmaceuticals qu'il faciliterait l'obtention des autorisations de travail auprès des autorités burundaises. Mais selon toujours nos sources, Gisiga avait dans sa tête l'idée de fabrication et de commercialisation des produits stupéfiants, une idée partagée avec des réseaux indiens sur place à Bujumbura. Après avoir partagé le deal avec l'actuel ministre de la Santé publique Adendi Kumana et plus tard avec d'autres plus hautes autorités du pays, l'usine Pona voit le jour et lance ses activités. L'initiateur kenyan Joseph Nyamute est alors contraint de partager les actions avec certains dignitaires ainsi que le nommé Prosper Hakizimana dit Gisiga. D'après toujours nos sources, le personnel de l'usine Pona ne serait pas au courant de cette mafia interne. Après les heures de service de 7h du matin à 17h le soir, il y aurait une autre équipe qui travaillerait de 19h à 22h. C'est cette dernière qui serait derrière la fabrication des stupéfiants. Par ailleurs, ce trafic aurait provoqué une rupture entre les deux principaux patrons, à savoir Prosper Hakizimana et le Kenyan Nyamute. Ce dernier aurait même voulu prendre ses distances quelques jours avant leur arrestation et transfert à la prison centrale de Rumonge. Nous y reviendrons. Merci à Clarisse Irakoze. Parlons économie à présent. Le problème de rareté des devises persiste au Burundi malgré la mesure de fermeture des bureaux de change comme solution préconisée depuis plus d'une année. Le taux de change d'un dollar américain varie entre 3
200 et 3 300 francs burundais, tandis que celui d'un euro aussi entre 3 800 et 3 900 francs burundais, voire même plus. Son manque de devises a déjà causé la montée des prix de tous les produits de première nécessité. Les détails dans ce reportage d'Eloge Nyonzima. Les prix de tous les produits élémentaires montent du jour au lendemain et cette hausse des prix ne va pas céder tant que la problématique de manque de devises ne trouve pas solution. Les exemples des produits dont la montée des prix est très remarquable sont les produits vivriers et surtout ceux importés, les habits, les téléphones portables et autres. Les commerçants sont unanimes sur la cause de cette montée qui est, selon eux, le manque criant des devises. Depuis que la Banque de la République du Burundi ait fermé tous les bureaux de change, cette institution bancaire avait annoncé qu'elle procédera elle-même aux opérations de change ou d'octroi de devises aux commerçants importateurs et que cette prérogative revenait aussi aux banques commerciales. Mais les commerçants contactés par la RPA déplorent que la BRB ne leur ait jamais donné ces devises ou alors que le favoritisme est mis en avant pour l'octroi de ces devises. Ces commerçants font savoir qu'ils sont contraints de se rabattre sur le marché noir où un dollar américain s'achète à 3 350 francs burundais et un euro à 3 920 burundais. Ces commerçants lancent un cri d'alarme que la situation va s'empirer si le peu de devises disponibles à la BRB n'est pas octroyé équitablement aux nécessiteux. Les anciens changeurs de monnaie, quant à eux, demandent qu'ils soient autorisés à rouvrir car, disent-ils, les devises qu'ils recevaient contribuaient à l'économie du pays. Merci Eloge. Parlons toujours économie. Les Burundais devraient travailler en synergie pour vaincre la corruption qui gangrène le pays dans plusieurs domaines. Selon Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, pour réussir ce combat, il faudra d'abord identifier les différentes sortes de corruption fréquentes au Burundi. Suivez Faustin Ndikumana. Il faut aussi sensibiliser la population sur le type de la corruption. Et à savoir que même l'enrichissement illicite, le blanchiment, la concussion sont des infractions connexes à la corruption et qui sont même graves par rapport à la stabilité d'un État. Cette sensibilisation aboutit à une dénonciation synergique, population, jeunes, femmes, société civile, secteur privé, syndicats, une synergie de dénonciation relayée par une presse libre pour vraiment dénoncer sans faux fuyant les détourneurs des biens publics, ce qui s'adonne à piller sans vergogne les caisses de l'État. Deuxième axe, il faut la révision de la loi anticorruption comme on l'a toujours réclamé pour l'adapter aux standards internationaux de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption et la Convention de l'Union africaine. Il faut aussi réformer la justice, la reconnaître comme troisième pouvoir face à l'exécutif et le législatif, mais aussi renforcer l'inspection de la justice. Quatrième axe, c'est les institutions de contrôle qui doivent avoir des moyens et une indépendance nécessaire pour frapper fort contre les corrupteurs. Il y a la Cour des comptes, par exemple. Il faut restaurer sa mission juridictionnelle. Il faut aussi une institution spéciale d'investigation des insultes et infractions à caractère de délinquance financière. Cinquième axe, c'est le renforcement des pratiques qui doivent être considérées comme pratiques de prévention. Il faut rendre obligatoire la déclaration des biens avant l'entrée en fonction et après. Le rendre même obligatoire. Si quelqu'un juge qu'il ne fait pas refaire, il ne fait pas entrer en fonction dans les affaires publiques. Une autre manière de combattre la corruption à grande échelle, selon Faustin Ndikumana, est d'empêcher que les mandataires politiques se transforment en investisseurs. Suivez encore une fois Faustin Ndikumana. Il faut aussi réguler, voire même interdire le système de donation des cadeaux aux autorités publiques. Ça a une modèle d'achat de conscience. Les confidents, il faut systématiser l'application des confidents dans la gestion des affaires publiques. Il ne faut pas qu'on soit encadré, un gouverneur ou un administrateur et de ce quoi vous devenez le premier opérateur économique de votre commune ou de votre province et vous exigez même que tous les marchés dans la commune ou dans la province vous soient réservés. Ou vous considérez un immeuble, cet administrateur est directement vers la commune qui va louer dans votre immeuble. Et il y a la thésaurisation, et la pratique de la thésaurisation avec les transactions illicites, il faut interdire ça à travers la loi contre le blanchiment qui institue même le ministère national de sur les renseignements financiers. Et il faut séparer les postes politiques des postes techniques. La loi les séparant doit être mise en application et aussi savoir séparer les affaires de l'État en tant qu'administration et des partis politiques.
Et le financement aussi des partis politiques, des campagnes électorales aussi à travers la corruption politique est à réguler pour juguler le comportement de certains donateurs qui veulent financer les partis politiques, mais en contrepartie qui veulent se faire rembourser à travers des postes de responsabilité, à travers les marchés publics qu'ils doivent exiger après récompense de la contrepartie de l'argent donné. Faustin Ndikumana l'a déclaré cet avant-midi dans sa contribution en rapport avec la stratégie de lutte contre la corruption. C'était au cours d'une conférence de presse. RPA. Parlons santé à présent. Manque de réactifs sur différents centres de dépistage de la Covid-19, une activité qui est donc interrompue dans certaines localités du Burundi. Les détails avec Francine Mahoro. Depuis la semaine dernière, différents centres de dépistage de coronavirus manquent de réactifs. À l'hôpital Roi Khaled, ils ont renvoyé ceux qui voulaient faire le test de Covid ce lundi et mardi. L'un des témoigne. Je suis parmi ceux qui étaient venus pour être dépistés à l'hôpital Roi Khaled. Mais cela n'a pas été possible, même si le ministre de la Santé publique avait annoncé que les hôpitaux cliniques Roi Khaled et hôpital militaire vont commencer à faire le dépistage. Le directeur de l'hôpital Roi Khaled nous a chassés en nous disant que son hôpital n'a pas été approvisionné en matériel. Et nous étions nombreux. C'est honteux. Au centre de dépistage de la zone Bouiza, au Bonakeye, tous les gens qui étaient ce mardi et mercredi n'ont pas été aussi dépistés faute de réactifs. Même chose au centre d'Oluziva. Depuis ce mardi, cette activité a été suspendue à cause du manque de réactifs. Pour le moment, ce problème s'est empiré car à Ludziwa, depuis ce mardi à 10h, le dépistage a été suspendu à cause du manque de réactifs. Même dans les autres centres de dépistage qui restent, ils vont épuiser leur stock d'un moment à l'autre. Pour le moment, ils ont déjà commencé à exiger aux gens de payer la consultation. À cause de la pénurie des réactifs, les tests de contrôle des malades sont ajournés dans différents coins du pays. Dans l'entretemps, un centre des opérations des urgences en santé publique a été ouvert ce mardi. Un centre moderne qui va aider beaucoup dans le suivi des cas positifs de la COVID-19, comme l'a indiqué Dr Tadendi Koumana, ministre de la Santé lors de l'inauguration du dit centre. C'était l'inauguration du centre d'opération d'urgence que vous avez vu installé au niveau des bâtiments du ministère de la Santé. C'est un centre très important parce que ce centre vient répondre à des défis, des gaps qu'on avait par rapport à la communication, à la surveillance, mais aussi à la prévention du Covid-19, mais aussi d'autres maladies épidémiques. Et ce centre, comme vous l'avez vu, est un centre moderne qui a été équipé par du matériel électronique à jour. Le même ministre a fait savoir que le Burundi a besoin de plus de 49 millions de dollars américains pour faire face à la pandémie les 6 prochains mois. Parlons société à présent. Les habitants de la 9e avenue de la zone Bouiza sollicitent l'intervention des autorités municipales pour réhabiliter le caniveau d'évacuation des eaux. Les eaux de pluie débordent et envahissent les ménages. Cette population dit avoir essayé de le réhabiliter avec ses moyens, mais sans y parvenir. Le point avec notre collègue Dani Claire, il la trouve. Les habitants de la zone Bouiza sont menacés par l'eau du caniveau qui sépare cette zone de la zone Nyakabiga. Chaque fois qu'il y a des fortes pluies, des ménages de la 9e avenue sont inondés car ce caniveau ne peut plus évacuer toute l'eau des pluies. Une situation qui s'est produite cette nuit. En colère, ces habitants dénoncent l'inaction de l'administration locale, pourtant avisée depuis longtemps. L'un des témoigne. Il y a eu de fortes pluies durant la journée d'hier. Nous avons été inondés. Nous avons déjà présenté notre situation au chef de quartier, le chef de zone et à la mairie de Bujumbura, mais personne ne nous est venu en aide. Actuellement, nous ne savons plus quoi faire. L'eau déborde jusque dans nos ménages, mais aucune intervention, ça nous dépasse vraiment. À part cette 9e avenue, même sur la 6e avenue, la situation est pareille. 3 clôtures de maisons se sont déjà écroulées. Malgré les efforts des habitants de ces localités, le problème persiste.
L'eau de la 9e avenue provient de Kilili normalement. Avant, elle continuait jusque dans la rivière Narangwa, mais pour le moment, ce n'est plus le cas. À la 6e avenue, 3 clôtures ont été détruites. Nous nous sommes habitués à cette situation. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons interpellé le maire de la ville, l'ancien comme l'actuel, mais aucun d'eux ne s'est jamais présenté ici. Nous avons essayé de faire ce que nous pouvons, espérant que l'administration nous soutiendra, mais en vain. La rédaction de la RPA a contacté à ce propos l'administrateur de la commune Mukaza ainsi que le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, mais sans succès. Merci Dani. Claire, rendons-nous à présent hors de nos frontières. Difficile accès aux soins de santé adéquats pour les réfugiés burundais du camp de Rusenda en République démocratique du Congo. Ces réfugiés font savoir qu'il est difficile d'être transférés dans un hôpital de référence en cas de maladie grave, ce qui serait à l'origine de plusieurs cas de décès dans ce camp et un retour non volontaire des réfugiés au Burundi. Suivez plutôt un de ces réfugiés burundais du camp de Rusenda. Pour les études médicaux, les malades ne sont pas bien traités lorsqu'il s'agit surtout de transfert vers un hôpital de référence. On a seulement accès facile à l'hôpital de Nundu. Mais quand il s'agit d'être transféré de Nundu à Uvira ou à Bukavu, c'est quasiment impossible. Ça peut prendre plusieurs mois. Par exemple, il y a des malades qui ont été transférés par le médecin à Uvira et à Bukavu au mois de juillet dernier, mais ils sont toujours à Nundu. mu kwezi kw'indwi gushika ubu batarashobora kurungikwa ibuvira canke Bukavu. Ni ukuvuga ikijanye n'ubuvuzi by'ukuri ntibushemeye, ntabwo twovuga yuko buhari. Certaines personnes meurent avant d'arriver à l'hôpital de transfert. Nous déplorons vraiment son manque de traitement adéquat au cas de Lusenda. Cela est l'une des principales causes du rapatriement précoce des réfugiés de ce camp. Beaucoup de réfugiés malades préfèrent rentrer au pays par crainte de mourir au camp à cause de ce difficile accès aux soins médicaux. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. À la présentation, vous étiez avec Bob Rugurika. Remerciements à vous tous qui avez suivi ce journal. Remerciements également à mes collègues de la rédaction ainsi que de la technique pour la réussite de ce journal. Prochain rendez-vous demain à la même heure et d'ici, portez-vous bien et surtout, soyez prudents.